Premier jour du mois d'août 2020. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble, il est 13 h. Bonjour et bienvenue dans votre journal. L'édition 2020 de la Semaine nationale de la propreté démarre ce samedi, une 5e édition qui a pour principal enjeu la sensibilisation des populations sur la préservation de la qualité de notre cadre de vie. Grace Kondo a rencontré la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité et vous l'entendrez en tout début de journal. Dans ce journal également, nous parlerons du coronavirus, le virus qui s'est imposé à nos vies depuis plusieurs mois. Le nombre de nouvelles contaminations continue de grimper. Pour la seule journée d'hier, on a enregistré 69 nouvelles infections et 2 décès supplémentaires. La Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 16 000 cas confirmés. TikTok dans le viseur de Donald Trump. Le président américain a annoncé hier qu'il allait interdire aux États-Unis le réseau social TikTok, soupçonné par Washington de pouvoir être utilisé par les renseignements chinois. Des responsables américains exprimaient ces dernières semaines la crainte que la plateforme vidéo ne soit utilisée par Pékin à des fins néfastes pour les États-Unis. Ce samedi 1er août démarre la semaine de la propreté 2020. Du 1er au 6 août prochain, Anne-Désirée Ouloto et son département vont sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène, sur la préservation de la qualité de notre cadre de vie. Ils vont également les encourager à organiser des activités citoyennes et communautaires de propreté. La précision dans cet élément de Grace Kondo, elle a tendu son micro à la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. La Semaine nationale de la propreté, instrument de promotion de la salubrité, se veut un cadre stratégique de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement. Le malheureux constat que nous faisons tous est que les règles élémentaires de propreté et d'hygiène sont constamment foulées aux pieds. La malpropreté est encore visible dans les ménages, les écoles, sur les lieux de travail, les lieux d'habitation, les lieux de restauration collective, les établissements sanitaires, les gares routières et même dans les administrations publiques et privées. D'ailleurs, l'actualité marquée par la pandémie de la COVID-19 nous rappelle plus que jamais la nécessité de nous approprier les règles minimales d'hygiène de vie que sont le nettoyage et la désinfection de nos domiciles, lieux de travail et espaces publics. La propreté constitue un des principaux déterminants de la santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 25% de la morbidité dans le monde reste imputable à un environnement insalubre. En cette période de crise sanitaire, chaque citoyen et chaque citoyenne doit contribuer à la préservation de la qualité du cadre de vie par des gestes quotidiens simples tels que le bon conditionnement des déchets dans des sacs poubelles, le nettoyage de nos lieux d'habitation et de travail, ainsi que des espaces publics. La ministre Anne-Désirée Ouloto rend hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour son leadership et son engagement qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'être une référence en Afrique en matière de propriété et de gestion des ordures ménagères. On en vient maintenant à cette signature de convention dans la filière anacarde. Le GEPA, entendez Groupement des exportateurs professionnels de produits agricoles de Côte d'Ivoire et une société vietnamienne ont signé récemment une convention vente et achat qui porte sur la vente de 150 000 tonnes d'anacarde au groupe vietnamien. Noël Niagno nous en dit plus. Le groupement d'intérêt économique GEPA, groupement des exportateurs professionnels de produits agricoles et l'entreprise vietnamienne TNT ont signé, sous le parrainage du Conseil Cotonou-Anacarde, une convention. Elle porte sur la vente et l'achat de 150 000 tonnes de cajou brut. Une action singulière saluée à sa juste valeur. La signature d'un contrat de vente-achat de 150 000 tonnes de noix brutes de cajou entre donc le groupement d'intérêt économique et le groupe TNT, qui est un grand groupe vietnamien. Pour nous, c'est un moment extraordinaire, c'est un moment exceptionnel.
avoir ce type de partenariat est extrêmement important pour la filière. Une filière qui a souffert des mesures liées à la survenue de la pandémie parce que la production nationale est exportée à hauteur de plus de 80%. Voilà pourquoi la responsable de l'entreprise signataire de la Convention rassure sur la suite de la collaboration avec la crise sanitaire. Je pense que c'est la collaboration des deux parties de grande échelle, c'est-à-dire une vendeur de grande échelle et collaborer avec un acheteur de grande échelle. Toutes les conditions de marchandises, d'entreposage, de personnel, de logistique sont prêtes. Et donc, je pense que maintenant, c'est très favorable. Et donc, vraiment, c'est un point fort pour que ce partenariat stratégique et durable et gagnant-gagnant aussi. Si le prix Bourg-Champ est maintenu, malgré tout, l'impact à l'international est notable. Quand nous disons que la matrice, la filière perd $500 la tonne, il s'agit effectivement des acteurs. Les acteurs, c'est surtout donc, le maillon des acheteurs, des exportateurs. Le prix Bourg-Champ, nous veillons à ce qu'il soit stabilisé à 400 francs. Notons que 738 000 tonnes de noix de cajou brutes sont commercialisées à ce jour, contre 634 000 tonnes sur la même période, en 2019. Le ministre de l'Agriculture était en ce moment-là dans les locaux de la Bourse régionale des valeurs mobilières. L'instance abritera très prochainement la Bourse des matières premières agricoles, un projet dont se félicite Kobenan Kwasi Adjoumani, car sa mise en œuvre permettra de donner un coup d'accélérateur à la commercialisation de nos matières premières. Jean-Luc Bangbo, reportage. Bientôt une bourse des matières premières agricoles à Abidjan, la première dans l'espace UEMOA. Les travaux en vue de la mise en place effective de cet outil ont connu une avancée notable. Nous avons procédé à la définition de l'architecture du marché, à la conception de son cadre légal, réglementaire et institutionnel, à l'élaboration du business plan de toutes les entités du marché. En prélude à la création de cette bourse et pour lui assurer un socle, le gouvernement a mis en place le système de récépissé d'entreposage. L'état d'avancement du système de récépissé d'entreposage permet d'affirmer sans hésitation qu'il est totalement opérationnel. En effet, à ce jour, il dispose de plusieurs acteurs déjà agréés, d'une plateforme électronique totalement opérationnelle réalisée dans la technologie web. Des acquis qui renforcent l'optimisme du ministre de l'Agriculture et du Développement rural quant au démarrage dans les prochains jours des opérations de cette bourse des matières premières agricoles. C'est un instrument, je dirais un outil qui est mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour valoriser les produits agricoles. Le producteur qui voit souvent ses produits pourrir sans moyen de les évacuer sur le marché, s'en trouvera heureux parce qu'il sait que désormais, il y a un outil qui sait où se trouve le produit et à quel niveau on peut assurer sa commercialisation. 3 spéculations ont été retenues pour le démarrage des opérations de la bourse des matières premières agricoles. Il s'agit de la noix de cola, la noix de cajou et le maïs. Souvenez-vous, le 17 octobre 2019, à Zambakro, le ministre de la Défense procédait à l'ouverture officielle du premier cours d'études supérieures de défense de la première école de guerre des forces armées de Côte d'Ivoire. Une école d'excellence et de stratégie pour bien former les cadres militaires afin qu'ils soient capables d'apporter des solutions à la problématique du terrorisme et des menaces. Les 14 premiers officiers supérieurs stagiaires de l'établissement viennent de recevoir leurs insignes et de leur brevet et leur parchemin de fin de formation. Abou Sanogo, Traoré Zakaria. Ces 14 officiers supérieurs stagiaires sont les tout premiers brevetés du cours d'études supérieures de défense. Ils sont la première promotion de l'école de guerre de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu les insignes de leur brevet et les parchemins marquant la fin de leur formation. Ces officiers doivent consolider les 3 acquis majeurs de leur formation, à savoir l'acquisition d'un socle de connaissance des opérations, avec l'exigence d'interopérabilité croissante des nombreux acteurs nationaux et internationaux. Ensuite, les perspectives de développement de partenariats de défense dans une approche globale des problématiques contemporaines. Enfin, la recherche de l'efficience dans la décision et dans l'action.
Les forces armées de Côte d'Ivoire réussissent ainsi le pari de tenir le corps d'études supérieures de défense en Côte d'Ivoire. L'ouverture de ce cours marque pour nous la concrétisation de la volonté de modernisation de notre outil de défense. Le cours d'études supérieures de défense devrait donc bénéficier d'investissements plus importants à moyen terme. Il s'agira de donner à cette structure d'enseignement militaire supérieur un caractère véritablement international avec le corollaire d'aménagement nécessaire à son rayonnement. Plus spécifiquement, la mise en œuvre d'un partenariat académique avec une structure universitaire nationale au fait de l'ouverture d'une filière de Master 2 en stratégie et défense. La veille, les stagiaires du premier cours d'études supérieures de défense avaient pris part à un séminaire sur l'appropriation des enjeux liés au terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ce séminaire a bénéficié de l'éclairage des chefs d'état-major généraux adjoints du Burkina Faso, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Quant à l'école de guerre qui vient de former 14 stagiaires, dont 2 Béninois et un Camerounais, entend s'ouvrir davantage sur l'extérieur. Outre le terrorisme, un autre front préoccupe le monde entier depuis plusieurs mois. C'est bien le combat contre le coronavirus. Toutes les armées sanitaires sont en ordre de bataille contre ce minuscule virus qui jusque-là semble plus fort. La Côte d'Ivoire a encore enregistré 2 nouveaux décès de Covid ces dernières 24 heures. 2 morts, 69 nouvelles infections et 268 patients ont recouvré la guérison. Le pays compte à ce jour 16 047 malades liés au coronavirus et 102 vies emportées par le virus. 102 personnes tuées par cette maladie qui se propage toujours. N'oublions pas le slogan « Main, masque, distance », lavage des mains, port du masque et maintien d'un mètre de distance entre vous et les autres, ces bons gestes qui sauvent des vies. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, la Côte d'Ivoire peut compter sur ses amis, en l'occurrence l'Allemagne, qui a décidé d'apporter son appui au pays. Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement offre au ministère de l'Éducation nationale des équipements informatiques et des kits sanitaires. C'était en présence de notre reporter Didier Nguessan. 12 dispositifs de lavage des mains, 30 ordinateurs portables, 35 tablettes, 240 flacons de savon liquide et 1000 masques. Voici, entre autres, le contenu du don offert par la République fédérale d'Allemagne à la Côte d'Ivoire via le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour un coût global de plus de 30 millions de francs CFA. Ces équipements permettront certainement aux apprenants des centres de formation professionnelle bénéficiaires de continuer leur apprentissage en toute sécurité sanitaire. Les établissements bénéficiaires sont le Centre de perfectionnement au métier du bâtiment de Koumassi, le Collège d'enseignement technique de Boaké, le Centre Mohamed VI de Yopougon et l'IPNET de Cocody. La réouverture des structures de formation s'est opérée dans le strict respect des mesures et gestes barrières dans sa lutte contre la propagation de la pandémie. Le gouvernement ivoirien a bénéficié de l'appui des partenaires du système éducation-formation et des pays amis qui lui ont permis de répondre en partie aux besoins en matériel et produits sanitaires. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet de partenariat pour la formation professionnelle dans les métiers d'installation sanitaire et photovoltaïque. L'Union européenne dispose de plus de 2 milliards d'euros qui subsistent d'une enveloppe baptisée « Instrument de soutien d'urgence ». Avec ces fonds, les Européens comptent entre autres pouvoir faire pièce aux États-Unis. Il s'agit de mettre eux aussi sur la table des investissements massifs pour aider les efforts de recherche de vaccins contre le coronavirus et les capacités de production. Les États-Unis avaient quant à eux consacré 6 milliards de dollars, soit plus de 3 000 milliards de francs CFA au financement de la recherche chez les laboratoires et des précommandes pour 1 000 milliards de francs CFA. En attendant, il faut s'atteler à appliquer les mesures de prévention pour ralentir le virus dans sa progression.
On passe à autre chose. Venons-en, par exemple, au premier conseil municipal 2020 de Boundiali, dans la région de la Bagoué, à plus de 660 km au nord d'Abidjan. C'est le quartier Loro qui a abrité la réunion. La réunion dirigée par Madame le maire elle-même, la ministre Mariatou Koné. Il ressort qu'au titre de l'exercice 2019, le conseil a réalisé un excédent de 120 millions de francs CFA. Le reportage sur place de notre correspondante Ami Sissoko. Près de 120 millions de francs CFA. Voilà l'excédent enregistré au titre de l'exercice 2019 par la municipalité de Boundiali. L'annonce a été faite lors de la première session ordinaire délocalisée à Loworo, un quartier de la commune. Pourtant, une quinzaine de projets sont en cours de réalisation dans cette commune, dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la salubrité, de l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le compte administratif de l'année exécuté par la maire Mariatou Koné a été examiné et approuvé par l'ensemble des conseillers qui lui ont accordé leur quitus. Si Madame le maire n'avait pas usé de ses relations extérieures, le budget ne serait pas excédentaire. La subvention de l'État, plus ce qu'on collecte sur les impôts qui font les ressources des mairies. Or, ce n'est pas suffisant. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut féliciter le maire. Commune aujourd'hui 100% électrifiée grâce à l'action conjuguée de l'État et de la municipalité. La cité de l'Hippopotame bénéficie également de plus de 20 km de bitume dont les travaux sont en cours. Toutes ces actions de développement sont expliquées aux populations lors de cette session. Chaque conseil délocalisé est une occasion de rapprochement et de communion entre les populations de la commune. Également une opportunité pour expliquer aux communautés ce que fait la collectivité que nous sommes. Que notre conseil municipal puisse cultiver l'esprit d'équipe. Une telle façon de faire, de montrer à la population ce qu'on fait et de prendre en compte leurs observations, permet à la population elle-même de participer à la gestion et de donner des avis et de donner effectivement des conseils pour savoir la conduite à tenir vis-à-vis des populations également. Le conseil municipal était aussi l'occasion d'attirer l'attention des populations sur la menace permanente liée à la maladie à Covid-19, même si aucun cas n'a encore été détecté dans la commune. La maire Mariatou Koné et le préfet de région Georges Gombagui les invitent à s'approprier les mesures barrières. C'était un reportage d'Ami Sissoko. Hier, vendredi 31 juillet, la communauté musulmane a célébré l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice, une journée de partage et de prière. Notre correspondant à San Pedro a suivi la prière pour vous au quartier Lac Cité Balmer. Selon Sam Conan, les fidèles et les autorités ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Mosquée Lac Cité Balmer, jour de la fête de la Tabaski. Les fidèles musulmans sont venus nombreux prendre part à la prière après le rendez-vous manqué du Ramadan. Une prière en présence des autorités de la ville. Après les 2 rakats obligatoires, l'imam principal de la mosquée, Traoré Mohamed Kissima, a dans son sermon invité les fidèles musulmans à l'humilité, au pardon, à la tolérance, au partage et à la paix, surtout en cette année électorale. L'imam a exhorté les fidèles à rester sereins. En même temps, il a lancé un appel solennel à tous les politiciens de faire taire tout ce qui est querelle, tout ce qui est division. Ce rassemblement pour la prière a eu lieu grâce à la levée de certaines mesures de restriction liées à la pandémie de la Covid-19. Pour le Ramadan, on n'a pas pu effectuer cette prière-là, parce que la Covid était vraiment très vive. Et là, avec les efforts de l'État fournis, alors nous avons pu trouver au moins la solution. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à passer ces messages pour exhorter nos concitoyens à continuer de respecter ces mesures barrières. L'imam principal de la mosquée, Lac Cité Balmer, a par la suite procédé à l'immolation du mouton, symbole du sacrifice d'Abraham à Dieu. De San Pedro, on met le cap sur Daloa dans le Haut-Sassandra. Là-bas aussi, on a célébré la Tabaski sur fond de solidarité et de cohésion sociale. 2 membres du gouvernement ont même fait le déplacement de Daloa pour se tenir aux côtés des fidèles musulmans à l'occasion de cette célébration de l'Aïd. Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké.
Jour de prière de l'Aïd el-Kébi à la mosquée principale de Daloa. L'arrivée de El Hadj Abbas Diaby marque le début de la prière. 2 membres du gouvernement sont présents, Mamadou Touré et Belmondo Dogo. Ils sont accompagnés des autorités administratives et des élus de la ville. 2 rakats pour la prière, un sermon axé sur la nécessité pour tout musulman de préserver et de participer à la recherche de la paix autour de lui, d'avoir la crainte de Dieu à travers la foi. Les autorités présentes sont allées dans le même sens. Cette élection ne doit pas se faire avec violence. Une élection doit permettre à chacun de s'exprimer librement et aux populations d'aller voter librement. Il y a eu des événements qui sont passés à Abidjan, mais ici aussi. Et je voudrais joindre ma voix à tous les cadres qui sont ici pour exprimer encore notre compassion à l'ensemble des personnes qui ont été victimes des différents événements que nous avons connus. Et c'est au nom du chef de l'État. Immolation de plusieurs moutons ou le sacrifice d'Abraham. Daloa, comme toute la Côte d'Ivoire, vit au rythme de la Tabaski. Pendant ce temps, Raymonde Goudou-Kofi, la ministre de la Culture, elle soutenait les musulmans de Toumoudi. Et Toumoudi, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, à 195 km au nord d'Abidjan. Là-bas aussi, on a mangé, on a prié, on a écouté les enseignements des imams sur la paix, le pardon et la solidarité. On reste avec Kader Sogodogo. Grande mosquée de Toumoudi, les musulmans venus de toute la ville prient en ce jour de l'Aïd el-Kébi ou la fête de la Tabaski. La prière est officiée par El Hadj Ibrahim Silla, le grand imam de Toumoudi. Une prière en présence des autorités de la ville, avec à leur côté le ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou-Kofi. Après la prière, place au sermon. L'imam va prôner le pardon, la tolérance et le partage qui donnent un sens à la foi. L'Aïd el-Kébi ou fête du mouton, le ministre a offert des béliers et encouragé les fidèles au vivre ensemble. Nous savons que la Tabaski est une des fêtes les plus importantes de la communauté musulmane. Il était donc normal que nous puissions, nous ici, nous associer à vous pour prier pour notre pays et surtout prier également pour l'âme de notre Premier ministre bien-aimé Amadou Gon Coulibaly, qui a été rappelé à Dieu. Un geste apprécié à sa juste valeur. Vraiment, on a reçu les dons, voilà, que surtout la paix dans les pays, que Dieu fasse que tout ce qu'elle a enlevé là, que Dieu remplace plusieurs. Après la grande mosquée, Raymonde Goudou-Kofi s'est rendu à la mosquée du quartier résidentiel. Ici aussi, des béliers ont été offerts. À l'instar de Daloa, de Toumoudi et de toutes les autres villes, la Tabaski a été célébrée partout en Côte d'Ivoire. À Pricro, à 300 km de la capitale économique, les fidèles ont reçu un important don du président Alassane Ouattara, un don composé de bœufs et de béliers pour leur permettre de célébrer la fête de l'Aïd el-Adha dans de très bonnes conditions. C'est à la grande mosquée de Pricro que les fidèles musulmans de la commune se sont retrouvés pour la prière marquant la célébration de l'Aïd el-Kébi. Fête commémorant la soumission d'Abraham à son Dieu, l'imam principal de la mosquée de Pricro a exhorté ses fidèles à s'inspirer de cet acte de foi afin de construire un monde meilleur. L'Aïd el-Kébi représente un acte spirituel, un moment de réjouissance et de spiritualité aussi, parce que nous venons d'accomplir la salat. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette prière tout à l'heure, qu'Allah accepte notre prière, qu'il nous accorde aussi. Fête du partage et de générosité, le président de la République Alassane Ouattara a fait parler son cœur. Il a fait don de 2 bœufs et 10 béliers à la communauté musulmane de Pricro, afin de permettre aux couches défavorisées de fêter dans la convivialité. Nous avons été dépêchés urgemment par le Premier ministre, le ministre Ahmed Bakayoko, qui nous a demandé d'être aux côtés des parents, de prier pour la paix, de prier pour le président de la République. Et donc, instruction nous a été donnée par le ministre Amédée Kofi Kwaku, président de l'ACCD, l'association des cadres du centre. Et donc nous sommes venus faire le don de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Recevant ces dons, l'imam Kwame Kwaku Amadou a traduit sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et au Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui
qui ne cessent de leur exprimer chaque année leur générosité. Il n'a pas manqué d'adresser des prières à Dieu afin que cette pandémie due au coronavirus disparaisse de la Côte d'Ivoire et aussi que l'élection présidentielle du 31 octobre se déroule sans violence. C'était un reportage d'Herman Niamien. Herman Niamien qui nous a confié avoir passé une très belle fête de Tabaski. Les magistrats de la Cour des comptes renforcent leurs capacités. Ils se forment sur les nouvelles normes de comptabilité publique et privée. Cela grâce à un financement du PAGEF, le projet d'appui à la gestion économique et financière. On en sait plus avec Francis Boifou. C'est une juridiction indépendante. La Cour des comptes contrôle les dépenses de l'État et certifie ses comptes. Partout où il y a de l'argent public, la Cour des comptes est compétente pour aller vérifier si l'argent est utilisé selon les règles en vigueur. La réforme des finances publiques qui introduit le basculement en mode budget-programme appelle des défis majeurs à relever. En vue de renforcer les capacités des nouveaux magistrats de la Cour des comptes, les responsables du projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF, ont initié cette formation axée sur les comptabilités publiques et privées. Les nouvelles règles de gestion des finances publiques se rapprochent de plus en plus du mode de gestion d'une entreprise privée. Donc il faut qu'ils soient en mesure de maîtriser l'esprit des deux systèmes comptables pour pouvoir l'appliquer justement la meilleure des façons possibles à l'État. Il y a 5 mois, les magistrats de la Cour des comptes ont été instruits sur les nouvelles normes du système SISCOA en matière de comptabilité publique. Allons-y maintenant à Bonois, dans la région du sud Comoé, à la découverte de la maison Saint-Joseph. Saint-Joseph est une maison qui accueille les enfants en situation de handicap psychomoteur et sensoriel. La maison a été visitée récemment par les membres de la Fondation Vivre, des membres qui ont tout de suite décidé de soutenir et d'apporter du réconfort à ces enfants vulnérables. Le témoignage d'Astou Touré. Les hôtes de la structure d'accueil et de prise en charge des jeunes déficients sont venus les bras chargés de vivres et de non-vivres. Il s'agit entre autres de pâtes alimentaires, de riz, d'huile, de poissons, de pommes de terre, de fruits, des condiments, des gels hydroalcooliques et bien d'autres. Ce geste de la Fondation Vivre vient en réponse de l'appel à l'aide lancé par cette maison d'accueil en faveur des enfants en situation de handicap psychomoteur et sensoriel. Depuis l'avènement de Covid-19, tous les donateurs ont disparu. Et la dame, elle a lancé un cri d'alarme. Et à la radio, nous avions entendu ce cri de cœur. Il fallait absolument venir les assister pour que ces enfants-là continuent de vivre, même si les parents les ont abandonnés. Le président de la Fondation a également rassuré les pensionnaires de son soutien. Nous allons être le porte-flambeau de cette maison pour que les gens viennent les assister. L'administratrice de la maison Saint-Joseph de Bonois a exprimé sa gratitude aux généreux donateurs pour ce geste qui vient comme une bouffée d'oxygène. Ça fait toujours plaisir de recevoir un don pour des personnes à besoins spécifiques, des enfants en situation de handicap psychomoteur et sensoriel. Nous sommes très contents. Au nom des enfants, nous disons merci à la Fondation Vive qui est venue déjà nous visiter et qui a promis revenir. Nous sommes heureux aujourd'hui de les accueillir avec tous ces dons-là. La maison Saint-Joseph de Bonois a été créée en 2015 à Grand-Bassam avant d'être délocalisée en 2017 à Bonois dans un cadre plus aéré du fait du nombre sans cesse croissant de ses pensionnaires. Sur ce site, une vingtaine d'enfants abandonnés reçoivent gîtes et couverts. Et on va refermer ce journal, mais avec cette information émanant des États-Unis, le président Donald Trump a annoncé hier qu'il allait interdire dans son pays le réseau social TikTok, soupçonné par Washington de pouvoir être utilisé par le renseignement chinois. L'application compte près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde et est très populaire auprès d'un public jeune. TikTok faisait l'objet d'une enquête du CFIUS, l'agence américaine chargée de s'assurer que les investissements étrangers ne présente pas de risque pour la sécurité nationale. Le réseau social est aussi contesté ailleurs qu'aux États-Unis. Il est ainsi banni depuis le 30 juin en Inde.
Nous ne vous interdisons rien, on vous suggère juste de rester sur RTI 1 car le meilleur du JT, c'est ici. À 20h, Marie-Laure Ongoran sera chez vous, moi je reviens demain à 13h. Bon samedi sur notre chaîne et attention au coronavirus, on reste chez soi quand on n'a rien d'essentiel à faire dehors.